Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti ! Hello Amélie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors Amélie, tu te définis comme un pur produit de la génération Y. Tu as travaillé dans une dizaine d'entreprises différentes et changé 4 fois de métier au cours des 12 dernières années. Et durant toutes ces expériences, tu t'es souvent posé la question du bonheur au travail. Tu t'es formée forcément à la discipline de la psychologie positive auprès de Positran. Tu as suivi des formations auprès de la Fabrique Spinoza, c'est d'ailleurs le lien qui nous unit toutes les deux. Et pour compléter ta formation, tu as fait le cursus en ligne proposé par l'Université de Berkeley. Tu es aujourd'hui en train de te former au coaching. Bref, tu n'arrêtes pas. Et aujourd'hui, dis-moi si c'est bien ça, tu te définis comme une cultivatrice du bonheur au travail. Et tu as vraiment à cœur de réveiller l'enthousiasme au travail des personnes en leur faisant vivre des émotions positives, en te basant sur tous les principes finalement d'intelligence collective. Et comme première question, eh bien, j'aimerais que tu nous dises un petit peu quel est le déclic qui t'a mis sur ce chemin, sur ce sujet du bonheur au travail. Alors, déjà, merci pour cette super introduction qui fait très plaisir. Effectivement, comme tu l'as dit, j'ai changé plusieurs fois de métier et d'entreprise. Donc, autant dire qu'à chacun de mes jobs, je me suis posé la question du bonheur au travail. Le vrai déclic, il a été cependant en 2017, quand j'ai été à 2 doigts d'un burn-out. En fait, j'adorais tout ce que je faisais, sauf que je travaillais 80 heures par semaine, avec un salaire à peine plus élevé que mon chômage. J'ai très mal négocié à l'époque. Et surtout, j'avais une boule au ventre en permanence à cause de relations plus que tendues avec ma manager. Du coup, quand j'ai quitté mon job au bout de 6 mois, j'ai pu souffler, j'ai pu réfléchir à la suite et j'ai commencé à regarder plus spécifiquement les formations en bonheur au travail et je me suis lancée. J'ai appelé la Fabrique Spinoza pour demander à intégrer la formation qui avait lieu le lendemain et tout un nouveau monde s'est ouvert à moi. Et ça a été un déclic, du coup, j'imagine, un peu comme moi, finalement, quand j'ai fait cette formation de la Fabrique Spinoza. Alors, c'est marrant parce que tu dis que tu as vécu, du coup, l'épuisement professionnel, tu as vécu la souffrance au travail. J'ai l'impression que souvent, on attend de ne pas aller bien pour s'intéresser à ce qui pourrait nous faire du bien. Enfin, c'est fou, c'est la même façon qu'on attend d'avoir mal au dos pour aller voir un ostéopathe. Est-ce que tu penses que du coup on a besoin de passer par cette période un peu d'épuisement professionnel pour s'intéresser au sujet du bien-être au travail ? Alors non, je pense pas qu'on en ait besoin, sinon c'est vraiment très très triste. En revanche, c'est clairement un déclencheur. En fait, on est très facilement dans une situation qui peut être confortable, que ce soit financièrement ou autre. Et souvent, en fait, on se satisfait de ce que l'on a sans chercher à avoir mieux. Et je pense qu'il est plutôt là le piège, en fait. Et l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort et de voir si on pourrait avoir d'autres expériences meilleures. Mais l'idée, c'est surtout voilà, comment oser sortir de sa zone de confort et de la routine quotidienne, en fait.
Mmh. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai le problème de la routine, c'est que souvent on ne voit pas qu'on est dans cette routine aussi. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a pas mal de gens qui se rendent compte finalement après plusieurs années dans un métier qui ne leur convenait pas, ben, ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté de plein de choses. Et du coup, c'est super aujourd'hui d'avoir plein d'initiatives qui permettent d'éveiller les consciences à ce sujet-là. D'ailleurs, toi, tu organises des événements qui permettent d'éveiller les consciences sur le sujet du bien-être au travail, qui s'appellent donc c'est les événements Métro Boulot Bonheur qu'on peut retrouver actuellement en live, c'est ça? Que tu Oui, faisais en présentiel exactement. sur Paris? Oui, en présentiel et en ligne pendant toute la durée du confinement et encore un peu après. Et tu touches à quel sujet du coup sur ces événements? Tu sensibilises sur des sujets spécifiques? Comment ça se passe? Alors, c'est très variable. Ça dépend de nos centres d'intérêt du moment avec ma copilote Maï. Et ça dépend aussi beaucoup des personnes qu'on rencontre. On aime faire intervenir des personnes qu'on a rencontrées, soit via LinkedIn, soit en réel, et pour avoir leur rapport et leur vision sur un sujet en particulier. Donc, on a une thématique qui est très large et très globale qui va on a fait un atelier Brain Gym, on a fait un atelier sur l'intuition, sur la nutrition et la vitalité au travail, sur l'après-crise, comment est-ce qu'on imagine le monde d'après. On prévoit dans les prochains événements de tenter la biodenza, etc. Donc c'est vraiment en fonction des rencontres et des apprentissages qu'on fait nous personnellement. C'est là que tu vois qu'en fait, le sujet du bien-être au travail, ça touche tellement de dimensions différentes et finalement, les personnalités de chaque personne peuvent se retrouver dans ces différentes dimensions. C'est ça qui fait que le sujet est passionnant, je pense. Exactement. Et alors, du coup, parlons un peu plus spécifiquement de ce sujet du bonheur au travail. C'est quoi pour toi? Comment tu pourrais le définir? Alors, pour moi, c'est aimer ce que je fais et aimer les conditions dans lesquelles je le fais. C'est avoir envie de me lever le matin et de faire quelque chose qui fait sens pour moi, qui est en accord avec mes valeurs. C'est quelque chose qui est subjectif, qui ne s'impose pas, et c'est un choix. Moi, mon mari, par exemple, il est anti-bonheur au travail. On a plein de super débats sur le sujet. Pour lui, son travail, c'est uniquement un gagne-pain et il a choisi de se réaliser ailleurs et c'est OK comme ça. Donc, c'est vraiment un choix de se dire, OK, est-ce que j'ai envie de passer le meilleur, et moi c'est la manière dont je le vois, mais comment est-ce que j'utilise au mieux les 80 heures de ma vie que je vais consacrer à mon travail. Donc, je trouve que 80 000 heures, c'est beaucoup, donc j'ai vraiment envie d'y passer du plaisir et que ça ait du sens pour moi. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a plein de gens aussi qui considèrent que le travail n'est pas fait pour Ouais. s'épanouir personnellement, professionnellement. Et ben, c'est vrai que bah, c'est OK. S'ils ont trouvé un autre moyen de finalement combler leurs besoins, combler leurs passions, enfin, c'est pour ça que moi, je comprends les personnes souvent qui parlent d'injonction au bonheur au travail parce qu'on n'est encore une fois pas là pour imposer quoi que ce soit. Ouais. Et l'idée, c'est de proposer des choses, mais si effectivement il y a des personnes qui ont envie de garder un travail pour des raisons purement alimentaires, et c'est très bien comme ça. Enfin, donc c'est intéressant du coup que tu partages ta vie avec une Oui. personne qui a un regard totalement opposé. Par rapport à justement cette terminologie bonheur au travail, alors, je sais que tu es un peu comme moi, tu te toses à fond parler de bonheur au travail plutôt que bien-être au travail, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce débat? Est-ce que c'est nécessaire véritablement de débattre sur la terminologie du mot? Alors, est-ce que c'est nécessaire de débattre? Je ne sais pas, mais en tout cas, je comprends ce débat parce que le mot bonheur, il fait peur à certaines personnes. Et moi, j'ai un petit peu l'impression que ça leur fait peur parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une poignée de consultants ou de CHO qui peuvent apporter des réponses aux questions que les Grecs se posaient il y a 2000 ans. C'est Ouais, vraiment cette notion de bonheur qui fait vraiment peur. Pour d'autres, bah, j'en parlais tout à l'heure, hein, que mon mari, pour lui, c'est complètement incompatible le mot bonheur avec le mot travail, parce que travail du latin tripalium, qui veut dire torture. Donc, c'est pas OK dans la tête. Et donc, avoir trois termes, on en a encore beaucoup plus, hein, mais les trois terminologies les plus souvent exposées, c'est qualité de vie au travail,
Donc là, on est dans un cadre légal qui est clair, qui est sécurisant. Après, on peut parler de bien-être qui implique une notion autant physique qu'émotionnelle. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup parler de bonheur parce que c'est ce que je vise et c'est ce qui m'anime vraiment. Mais c'est bien d'avoir un vocabulaire qui puisse au moins parler à chacun parce que le bonheur au travail, c'est vraiment l'affaire de tous. Et donc, si un discours ne passe pas avec le mot bonheur au travail, peut-être qu'il passera pour cette même personne avec le mot bien-être ou avec le mot QVT. Et le message, dans tous les cas, il reste le même. Ouais, clairement, les intentions sont les mêmes et ouais, c'est vrai que c'est pour moi c'est pour ça souvent c'est un faux débat parce que notre démarche derrière elle est identique. Ouais. Est-ce que du coup tu es de celles qui pensent que le bien-être au travail impacte le bien-être dans la sphère personnelle et du coup est-ce que tu penses que les deux sont fortement corrélés ou tu fais quand même une distinction entre pro et perso? Non, pour moi, les deux sont forcément corrélés, sinon on serait tous un peu schizophrènes. Je pense qu'on ne peut pas avoir deux vies ou être complètement différents dans le monde du travail et dans le monde privé. Nos émotions, elles ne s'arrêtent pas dans la porte de l'entreprise, ni à la porte de notre appartement ou de notre maison. Donc oui, les deux sont liés. Si je me sens pas bien au travail, le soir, je vais rentrer chez moi et je vais pleurer et c'est normal. Et à l'inverse, si j'ai passé une super journée au travail, que je me suis sentie efficace et que j'ai passé un super moment avec mes collègues, bah, je vais rentrer chez moi et je vais être dans un état d'esprit qui est hyper positif et joyeux et je vais en faire profiter les autres. Ouais, clairement. D'ailleurs, j'ai l'impression que pour beaucoup, enfin, les personnes qui entreprennent des reconversions, c'est parce que bien souvent, elles se sont rendues compte que dans le métier qu'elles avaient ou la fonction qu'elles occupaient dans une entreprise, c'est parce qu'elles ne pouvaient pas être 100% elles-mêmes. Et Ouais. je pense qu'il y a ce besoin-là aussi pour s'épanouir, de se sentir authentique dans ce qu'on fait, de se sentir aligné. Et ouais, moi, je partage aussi ton point de vue sur le fait que les deux sont intimement liés. Ouais. Alors aujourd'hui, donc tu es consultante, tu fais des ateliers en entreprise, tu animes des événements, mais donc du coup, comme je l'ai dit en introduction, tu as eu pas mal d'expériences différentes en entreprise avant en tant que salarié, et notamment une expérience de Happy Office Manager. Où tu as pu explorer ce sujet de bien-être au travail. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Ouais. J'ai travaillé chez Morning Coworking pendant 1 an et demi. Et là-bas, j'ai géré toute la partie onboarding des collaborateurs, l'envoi et l'analyse d'un baromètre collaborateur aussi tous les mois, donc, qui prenait la température. D'ailleurs, ce baromètre était envoyé, en fait, les résultats du baromètre étaient envoyés aux collaborateurs pour une totale transparence. Donc, c'était vraiment un rituel très sympa. Il y avait combien de personnes dans la société? 100. Ok. 100. On arrivait à 100. J'organisais tous les goûters, apéros, petits déjeuners, les moments conviviaux. Et puis, j'animais aussi certains rituels de l'entreprise. Donc, par exemple, on avait les idées du vendredi, où tous les vendredis, un formulaire était soumis aux collaborateurs et chacun devait donner une idée. Et le lundi, on avait le comité des idées qui se regroupait pour voter pour les 3 meilleures idées. Chaque personne qui postait une idée ou qui gagnait recevait des briques. Alors, je ne sais pas si tu connais cette application Brick. Alors, ça me dit quelque chose, c'est Brick BRICQ, hein. Je crois que ça Oui, s'écrit. Oui, exactement. ouais. Exactement. C'est un logiciel, c'est une application de reconnaissance, ils appellent ça en peer-to-peer. Et en fait, c'est une monnaie virtuelle que les collaborateurs peuvent s'échanger tous les jours en disant un compliment, merci pour ce projet. Voilà, on peut vraiment tout imaginer. Et nous, on donnait de la monnaie virtuelle à chaque idée qui était proposée, à chaque idée gagnante et à chaque projet qui était réalisé. Et en fait, avec cette monnaie virtuelle, les collaborateurs pouvaient acheter des lots non monétaires. On pouvait acheter par exemple un café, demander à un collaborateur de nous offrir le café. Ça fonctionnait aussi avec le croissant. On pouvait demander un câlin, on pouvait demander une blague, un échange de repas en dernière minute. Enfin, plein de choses en fait qui créaient du lien
et l'humour aussi beaucoup dans l'entreprise. Il y avait quel taux de participation? Est-ce que ça, c'était mesuré? Est-ce que tout le monde prenait part à tout ça? Alors, dans les idées du vendredi, on avait à peu près 30% qui participaient. Donc, pas énorme. Après, moi, j'avais pris le parti de chaque nouveau collaborateur qui arrivait dans l'entreprise, je leur demandais de réaliser une idée du vendredi. Ok. Et donc, comme ça, on avait vraiment une émulation qui pouvait se créer et voir les idées se réaliser. C'est toujours plus sympa qu'en poster. Et d'ailleurs, c'est comme démarche, c'est intéressant. Ça me fait penser, enfin, c'est important aussi quand on est Chief Happiness Officer ou qu'on veut mettre en place des actions en entreprise, de demander, de solliciter la participation des collaborateurs, leur demander ce dont ils ont besoin et tout, c'est super. Mais de montrer derrière la concrétisation et le fait de réaliser réellement des choses par rapport à leur retour et leurs idées, ça, c'est super important parce que c'est le meilleur moyen. Si tu montres pas que derrière ça suit, c'est le meilleur moyen que finalement toutes tes initiatives de premier abord fassent chou blanc. Donc c'est super. Toi, tu avais quel rôle? Alors tu me disais c'était pas ton rôle, c'était pas happiness manager parce que l'entreprise partait du principe que il n'y avait pas de responsable du bonheur au travail, mais plutôt chacun était responsable de ce sujet-là. Tu peux nous en parler un petit peu de ça, de l'intitulé justement? Ouais, alors effectivement, quand j'ai postulé cette offre, c'était un nom d'assistante admin. Et j'ai postulé parce qu'une amie travaillait là-bas et m'avait donné toutes les infos sur la culture d'entreprise, les valeurs, etc. Et je me suis dit, OK, on est vraiment en phase. Ils font plein de trucs super. Et donc, j'ai postulé en disant, vous cherchez une assistante admin, c'est pas très sexy. Moi, je vous propose d'être Office and Happiness Manager. Et ils m'ont pris en me disant, attention, tu ne seras pas happiness manager parce qu'on considère que tout le monde est responsable du bonheur au travail dans l'entreprise. En revanche, tu pourras faire tout ce que tu voudras mettre en place. Tu peux tenter, tu peux essayer. Et je me suis dit que c'était vraiment en phase du coup avec ma vision du bonheur au travail. Et je me suis dit, OK, allons-y, c'est pas l'intitulé, mais j'y vais. Et je pense que j'ai quand même eu un rôle d'happiness manager parce que j'étais garante de la culture d'entreprise, que j'étais un des premiers visages que les nouveaux arrivants voyaient. Je participais donc notamment au partage de la culture et de la vision de l'entreprise et j'animais en fait tous les moments de cohésion. Ou en tout cas en partenariat avec d'autres collaborateurs. Mais voilà, le baromètre collaborateur, c'était un moment important du mois. La brique et la boutique, je mettais des nouvelles idées. Je créais un peu une émulation. C'est moi qui animais. Alors ça faut que j'en parle quand même. Gorille et Cacahuète. Est-ce que tu connais Gorille et Cacahuète? Non, pas du tout. Gorille et Cacahuète, c'est un super jeu. Qui était mis en place déjà avant que j'arrive. L'idée, c'est que chaque collaborateur est un gorille et une cacahuète. Okay. Et le gorille doit prendre soin d'une cacahuète de manière anonyme. Ok. Donc, pendant un mois, on avait des collaborateurs qui offraient des croissants, qui offraient des bouquets de fleurs, des petits cadeaux de manière anonyme à un autre collègue et qui en retour, recevait aussi des petites surprises et des attentions de la part d'une autre personne. Tout ça anonyme aussi, du coup. De manière secrète, aléatoire et anonyme. Et c'était vraiment un super moment parce qu'on avait des initiatives un peu folles qui arrivaient. On a un collaborateur qui avait rien fait pendant quasiment un mois et le dernier jour, il a offert 10 kilos de bananes à sa cacahuète. Le CEO, il s'est pris un déguisement de gorille et il a traversé tout l'espace de coworking avec sa cacahuète en balade. Voilà, plein de choses comme ça, un peu folles et mignonnes, mais qui mettent une super ambiance. Ouais, c'est ça. C'est que finalement, il y a plein de petites actions en apparence légères qui permettent véritablement de permettre aux gens de plus se considérer les uns les autres, d'avoir des signes d'attention, d'affection, des petits clins d'œil. Et je trouve ça chouette. Ouais, j'aime beaucoup l'idée.
Ça me fait penser un petit peu finalement je ne sais plus comment on appelle ça, quand tu rentres dans une université, que tu as un peu ton tuteur ou ton mentor, je me rappelle parrain, plus, le parrain, voilà, c'est ça. Et donc, c'est chouette. Puis l'idée que ce soit anonyme, ça rajoute de la surprise, ça casse la routine, c'est top. Donc, tu appelles ça gorille et cacahuètes. Gorille et cacahuètes, ouais. Okay. Et ça permettait aussi de faire connaissance qu'on avait beaucoup de nouveaux arrivés. Pas toutes les semaines, mais 2 fois par mois minimum, on avait un nouveau groupe de 6 nouveaux collaborateurs qui arrivaient. Et du coup, ça permettait aussi de chercher à connaître les gens. Parce qu'à 100, c'est pas la même chose qu'à 50. On connaît un peu moins les gens. Et comme on travaillait aussi beaucoup en télétravail dans les différents espaces de coworking dans tout Paris, ça permettait aussi d'apprendre à se connaître autrement, de chercher des infos sur la personne qu'on connaît moins. C'est chouette. Bon, merci pour les bonnes pratiques. En tout cas, c'est super intéressant. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le métier de Chief Happiness Officer, parce que comme tu le sais, c'est le nom du podcast, Génération CHO. Toi aussi, tu es impliqué aussi sur ce sujet-là. Et je voulais aussi qu'on parle de cet article que tu as publié récemment sur LinkedIn où tu partages ton point de vue sur le métier. Tu éclaires en fait sur pas mal de non-dits qu'on a, on va dire, autour de ce métier-là et sur le fait que finalement, c'est pas si simple que ça d'être Chief Happiness Officer, que c'est même un parcours du combattant parfois pour trouver des postes. Alors c'est vrai que l'appellation, la mission fait rêver énormément de personnes, mais bon voilà, c'est loin d'être un long fleuve tranquille et que en plus, être CHO, ça ne veut pas forcément dire être heureuse au travail. On peut aussi même avoir de la souffrance au travail, à s'occuper des autres, à s'oublier soi-même. Enfin voilà, donc c'est quoi justement ta vision par rapport à ce métier-là? Alors effectivement, je pense que CHO, il faut s'accrocher quand on veut devenir CHO. En tout cas, je sais que j'ai tenté, moi, en 2017-2018 et que j'ai été vers les métiers d'Office and Happiness Manager parce qu'il n'y a pas d'offre de CHO. En termes de chiffres, il me semble que c'était 60 offres publiées en 2016 dans toute la France, avec 40% d'offres qui étaient des stages. Donc, on est vraiment loin du nombre de métiers, enfin du nombre d'offres disponibles par rapport à tout le buzz médiatique qui en est fait. On en parle beaucoup, mais dans les faits, il y en a très peu. Et en fait, c'est surtout des Office and Happiness Managers qui gèrent toute cette partie-là, en plus de leur mission variée en Office Management. C'est vrai que en termes de, alors moi j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'offres de postes que ça effectivement. Et après, je pense que c'est aussi difficile de les dénombrer véritablement parce que il y a beaucoup de personnes qui ont un peu ce rôle-là sans vraiment l'avoir en étiquette sur la fiche de poste. Il y a aussi beaucoup de promotions en interne sur des personnes qui sont peut-être déjà chargées de com, RH, Office Manager et qui ont aussi la casquette CHO. Et c'est vrai que sur le marché de l'emploi, c'est une fonction qui fait rêver, enfin en tout cas qui attire énormément et je le comprends forcément à 100% parce qu'on est vraiment au cœur de l'humain, de l'impact positif, c'est de la contribution, donc c'est super passionnant comme métier. En revanche, la réalité du terrain, il faut s'accrocher, comme tu le disais dans ton article, et moi je trouvais ça intéressant le regard que tu portes sur le fait que sur le côté CHO, moi c'est souvent ce que je conseille d'ailleurs quand les personnes me demandent comment trouver un poste. Et il ne faut pas attendre aujourd'hui d'avoir des offres de poste parce que sinon on pourrait attendre énormément et ne pas hésiter à faire par exemple des candidatures spontanées dans des entreprises qui nous attirent ou qui ont des cultures, tu vois, qui pourraient être potentiellement ouvertes à ce sujet. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention sur le fait qu'être CHO, c'est pas forcément aussi la garantie d'un bien-être au travail absolu. J'ai surtout rencontré des Office and Happiness Managers, dont beaucoup qui étaient déçus du peu de crédit apporté par l'entreprise à toute la partie happiness, en tout cas du peu d'importance, du peu de moyens qui étaient fournis. Donc j'en ai rencontré quelques-unes qui étaient déçues, d'autres qui étaient ravies et pour qui ça se passe bien. Et
heureusement. Et effectivement, j'ai pas mal discuté avec Nathalie Forestier, qui est CHO de Just Eat, que tu as eu en podcast, il me semble. Voilà. Et effectivement, c'est vraiment intéressant d'échanger sur la perception du métier. Et il y a aussi beaucoup de gens qui mixent une fonction RH avec une fonction happiness, plutôt dans les startups. Et donc là, pareil aussi, j'ai pu discuter avec quelques personnes de leur métier, de comment ils le voyaient. Moi, aujourd'hui, je pense que le CHO, c'est surtout un chef d'orchestre qui motive et qui implique les collaborateurs à agir pour leur bonheur au travail. Et qu'en fait, le CHO, il travaille jamais seul, mais avec une communauté de collaborateurs engagés pour le bien-être collectif, mais qu'on n'est pas obligé d'être CHO à 100%. On peut être chef de produit et CHO, on peut être ingénieur et CHO, on peut être office manager et CHO. En fait, on peut cumuler plusieurs casquettes. Et si chacun se dit que je peux déjà être mon propre CHO, c'est déjà pas mal. Ouais. Mettre en place des actions pour soi, le bonheur, il est contagieux. Donc, à partir du moment où on fait des choses pour soi, ça se répercute forcément sur les autres. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis sur le fait que on peut être CHO dans tous les métiers finalement. C'est pour ça que j'aime à penser en tout cas que le CHO, on pourrait plus le voir comme une philosophie, un état d'être, tu vois, et d'agir plutôt qu'un métier à part entière. Et c'est vrai que quelle que soit notre fonction, en fait, on peut avoir ce volet-là, Chief Happiness Officer. Pour les personnes justement qui aimeraient agir en faveur du bien-être au travail dans les entreprises et qui aimeraient peut-être avoir, enfin en tout cas prendre le pas de cette casquette un peu orientée Chief Happiness Officer, il y a des formations selon toi, enfin en tout cas des sujets sur lesquels il serait intéressant de se former. Je sais que toi tu as une appétence particulière sur tout le domaine de l'intelligence collective et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels pour toi ça ferait sens de creuser un peu plus en tant que CHO? Ouais, alors les sujets de psychologie positive, je trouve que c'est toujours très intéressant parce qu'on sort un petit peu du mode bisounours que certains imaginent et on apporte une science et des faits concrets sur ce qu'on fait. Après, je dirais que le meilleur apprentissage, c'est celui qu'on fait avec d'autres personnes qui mettent en place des choses. On peut se former sur plein de sujets, en fait, quand on est CHO, que ce soit l'intelligence émotionnelle, la psychologie positive. On peut se former au métier de CHO, comme ce que tu proposes avec ta formation. Après, l'important, c'est d'avoir les bases qui nous suffisent et avec lesquelles on se sent légitime pour agir. Il n'y a pas de diplôme de Chief Happiness Officer, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est qu'est-ce que moi, quelle est ma vision du métier? Est-ce que je la partage avec l'entreprise? Et comment est-ce qu'on peut imaginer faire des choses ensemble? Ouais, mais je partage à fond ta vision et c'est vrai que souvent les personnes qui veulent s'embarquer dans ce rôle-là ont des soucis de légitimité parce qu'elles pensent qu'elles sont pas suffisamment formées. Après, moi, je pars du principe que les qualités humaines, elles sont aussi essentielles sur ce sujet-là et on a besoin de personnes qui sont dans l'écoute, dans l'empathie. Je pense que rien que ça, tu vois, ce sont des choses qui manquent énormément en entreprise et si à minima on pouvait permettre aux collaborateurs de se sentir plus écoutés et considérés, tu vois, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que les principales problématiques des entreprises, c'est cette rupture du dialogue qu'il y a entre les managers, les collaborateurs, la vision des dirigeants et je pense que les qualités d'écoute, par exemple, remettre l'écoute et de recréer plus de communication, pour moi, ce sont des choses essentielles et finalement, à part juste être, on va dire, ouais, à l'écoute et faire preuve d'empathie, t'as pas forcément besoin d'être surdiplômé pour faire ça. Non, je pense que ça demande effectivement cette qualité d'écoute, beaucoup de créativité pour imaginer des solutions et même plus qu'imaginer des solutions parce que je pense que les meilleures solutions, elles viennent des collaborateurs eux-mêmes. Donc, c'est avoir cet esprit d'initiative à rassembler les collaborateurs dans une même pièce et pour discuter de OK, c'est quoi le bonheur au travail pour nous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour l'améliorer? Et ça commence tout simplement en fait par, voilà, c'est ça, donner la parole aux collaborateurs
les écouter, prendre en compte leurs remarques et créer ensemble, avancer ensemble dans une envie commune de plus de bien-être au travail. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui dans le monde des entreprises? J'adore la baguette magique. Si j'avais une baguette magique, je replacerais la mission sociale au cœur de l'entreprise pour que l'utilité ou que la raison d'être de l'entreprise, ça soit pas le chiffre d'affaires, mais que ce soit qu'est-ce que j'ai apporté de bien au monde. Et je pense que si on démarre par là, moi, c'est utopique, hein, c'est très utopique, mais démarrer par là, ça serait déjà un énorme pas de fait sur le sens au travail et sur un monde meilleur, du coup. Bah, ce sera le mot de la fin. Je crois que j'ai rien à rajouter par rapport à ça. C'est utopique, mais c'est beau et je pense que c'est nécessaire de le penser parce que si on ne pense pas un peu grand, bah on n'évoluera jamais. Donc j'adore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Amélie? Des beaux projets de bonheur au travail et intervenir dans un maximum d'entreprises sur ce sujet-là pour impacter le maximum de travailleurs et de travailleuses possibles. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, du coup. Merci beaucoup. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHO. Salut! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode.